Donc, je vous prie de remplir les questionnaires pendant cette session. Nous avons aujourd'hui la première session de l'ordre du jour et les deux autres sessions auront lieu demain matin. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous les intervenants principaux. Je regrette de vous annoncer que Monsieur le ministre des Finances publiques, Monsieur Orlando Teodorovic, n'a pas pu nous rejoindre et il est encore dans la réunion du gouvernement. Et de la part du gouvernement de la Roumanie et du ministère de l'Agriculture, nous avons Monsieur le secrétaire d'État Daniel Botonoiu. Ensuite, nous aurons un message vidéo de la part du commissaire Phil Hogan. Et par la suite, M. Georg Hostler, directeur responsable pour les ressources de la Direction générale pour l'agriculture et le développement durable de la Commission européenne. Aussi, parmi les intervenants principaux se retrouve M. Pekka Pessonen, le secrétaire général de COPECA et COGECA, et M. Jan Plag, le président de l'IOM. Pour commencer, je donne la parole au premier orateur, Monsieur le secrétaire d'État du ministère de l'Agriculture, Daniel Botonoiu. Permettez-moi de vous dire que Monsieur Botonoiu a une grande expérience dans le domaine de l'agriculture. Il était secrétaire d'État depuis 2012, avec une pause de quelques mois en 2016. Monsieur le secrétaire d'État, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est un grand honneur pour moi de me trouver aujourd'hui parmi vous. Je veux souhaiter la bienvenue à nos invités. Une partie d'eux sont des amis que je connais depuis des années, des présidents d'organisation, des secrétaires généraux. Je vais vous transmettre une chaleureuse bienvenue de la part du gouvernement de la Roumanie et du ministère de l'Agriculture. Je ne pense pas qu'on doit regretter ce retard du ministre de l'Agriculture parce que, vu que le mot agriculture commence avec la lettre A, il est toujours bon de commencer avec l'agriculture et le développement rural. Bien sûr que ce domaine de l'agriculture, qui est extrêmement important, repose sur quelques aspects pragmatiques. L'un de ces aspects pragmatiques porte sur le budget alloué au secteur agricole au niveau européen. Tout comme vous le savez, et tout comme vous avez déjà entendu dire à l'occasion de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne, ce budget n'est pas suffisant par rapport aux ambitions et aux cibles de l'Union. À notre avis, il y a quelques pas importants qui ont été réalisés, c'est-à-dire la convergence externe des paiements directs qui représente l'un des objectifs que les fermiers roumains ont présenté au ministère roumain de l'Agriculture et que le ministère roumain de l'Agriculture soutient. C'est-à-dire une limitation annuelle de 1,9 milliard d'euros serait suffisant pour répondre aux besoins d'investissement et de cofinancement que les fermiers peuvent réaliser dans la période suivante. Ensuite, le fait de mettre en œuvre la dégressivité représente l'une des orientations importantes, ce qui fait que cette dérégression soit une mesure alternative importante dans la politique agricole commune. De plus, le ministère roumain de l'Agriculture soutient les démarches liées à la simplification de la politique agricole commune parce que, tout comme vous le savez, ceci a été un souhait présenté depuis quelque temps déjà au niveau européen. Un autre objectif important est lié au fait d'installer et de garder les gens dans les zones rurales. De nos jours, il est extrêmement difficile de faire les gens s'installer dans les zones rurales, mais il est d'autant plus difficile de les faire rester dans les zones rurales. C'est pourquoi je pense que tous nos efforts doivent converger dans cette direction et doivent être plus intensifiés qu'auparavant. Une autre mesure sur laquelle je veux me pencher est liée à la recherche et à l'innovation. Parce que
quelques mesures, quelques bonnes mesures et innovations qu'on adopte, on ne peut pas obtenir les résultats désirés, on ne peut pas parler d'un développement cohérent et durable du secteur agricole en l'absence de ces mesures. Il est vrai que du point de vue des objectifs fixés par la politique agricole commune, en matière d'éviter l'immigration, le risque d'abandonnement des activités agricoles, du vieillissement des générations des zones rurales, des objectifs qui puissent répondre à la situation actuelle du marché, à la volatilité au changement climatique de plus en plus fréquent dans nos pays. Un autre aspect très important porte sur la volatilité des prix que nous voyons varier d'un jour à l'autre. Si on regarde de plus près ce qui se passe, en matière de volatilité des prix, on constate que les accords que nous avons signés et reconnus au niveau européen concernant l'embargo avec la Russie, concernant les actions liées à l'ouverture des marchés, eh bien, ces mesures n'ont pas peut-être porté cette valeur ajoutée qu'on souhaitait dans le secteur agricole européen. Un autre point important que je veux mentionner ici, c'est que la diminution du budget de la politique agricole commune entraînera une diminution de l'intérêt des agriculteurs envers les biens publics. Et il se peut qu'on n'arrive plus à respecter les exigences minimales dans le domaine de l'environnement, parce qu'il serait impossible pour les fermiers de respecter toutes les exigences liées à l'environnement. Vu les opportunités que les fermiers ont à leur disposition. À présent, les agriculteurs sont les meilleurs, les meilleurs gérants de l'environnement et sont des acteurs importants qui contribuent à un environnement plus propre et plus durable. Nous sommes d'avis qu'une diminution des fonds destinés à la politique agricole commune entraînerait cette tendance des fermiers de négliger les exigences liées à l'environnement. Il est vrai qu'au moins en Roumanie, nous avons deux types de politiques. Une politique pour les petits fermiers, parce que à présent, la Roumanie a le degré le plus élevé de fragmentation. Nous avons 160 000 fermiers qui ont présenté des demandes auprès des agences du gouvernement. Et donc 13 000 grands fermiers. Donc nous avons besoin de deux types de politiques. La première catégorie se trouve dans la zone de subsistance et ils respectent les exigences de la législation européenne en matière d'éco-conditionnalité et durabilité. Et de notre côté, nous avons les grandes exploitations qui soutiennent pratiquement le marché et qui assurent les produits nécessaires pour le marché commun. À notre avis, une diminution des investissements que nous faisons dans l'agriculture, une diminution des fonds du deuxième pilier de la politique agricole commune rendrait plus difficile l'activité de ces exploitations agricoles et obligerait un transfert de ses responsabilités vers les petites et moyennes exploitations qui, des fois, ne peuvent pas répondre à ces exigences dans un court ou moyen délai. Une approche plus différenciée des types de financement par le transfert d'une intervention et l'intervention du Fonds européen agricole de garantie rendrait ces responsabilités des fermiers plus faciles à accomplir. Et le suivi de la mise en œuvre avec des solutions simples et faciles à mesurer serait une autre idée
que les décideurs politiques devraient prendre en compte au moment de la prise de décision au niveau européen. Tout aussi important pour les exploitations agricoles de la Roumanie est le soutien en matière de paiement, tant dans le secteur végétal que dans l'élevage, le secteur de l'élevage des animaux. Nous avons constaté que le schéma de soutien ciblé, je peux vous donner l'exemple de la culture des tomates, peuvent déterminer des gens s'orienter vers le milieu rural. On avait eu 758 jeunes gens qui sont revenus en Roumanie pour démarrer des activités dans le secteur agricole. Je dois dire que ces montants d'argent ont été bien ciblés et soumis à un contrôle très efficace. Et cela aboutit à un équilibre de la balance commerciale tout en gardant les emplois et en évitant la migration en zone rurale. Une autre mesure importante que la future politique agricole commune devrait prendre est liée à l'amélioration des mécanismes du marché. Parce que, à présent, nous parlons d'un trinôme, marché, association et financement. Tous ces trois éléments doivent aller dans la même direction, une direction qui vient répondre aux intérêts des citoyens européens. Parce que c'est finalement les citoyens européens qui sont les propriétaires des activités déroulées dans le domaine de l'agriculture. Ce sont eux qui établissent la direction que ces activités peuvent prendre. Un autre instrument très important que nous avons vu, c'est lié au renouvellement des générations. Parce que, à défaut de faire les jeunes gens s'installer dans les zones rurales, on ne peut pas parler du développement de l'agriculture. Il faut attirer les jeunes gens vers le milieu agricole et de les encourager à y rester. Non seulement les encourager d'attirer ces fonds, ceci doit être une priorité qu'on doit prendre en compte au moment de la prise de décision. Tout comme vous le savez, la Roumanie a lancé au niveau européen la discussion concernant le programme Protic. La Roumanie détient aujourd'hui les conditions les plus adéquates pour les cultures de soja, qui contient cette protéine extrêmement importante, une protéine qui est importée au niveau européen. Vous savez déjà qu'on importe 40 millions de tonnes de protéines au niveau des pays européens, mais cette protéine peut être produite sur le territoire européen. La Roumanie peut produire jusqu'à 4 millions de tonnes de soja, de graines de soja, ce qui est une valeur très importante pour l'Europe. Donc je pense que nous devons avoir, et nous pouvons même avoir, des programmes bien ciblés. Quand nous parlons de cette protéine, nous parlons d'une protéine qui est aussi profitable à l'environnement car elle sert à servir l'azote dans le sol et qui permettent de garder, de maintenir la durabilité et aide les fermiers européens à remplir les exigences liées à l'environnement. Une autre demande que nous avons présentée est liée à la mobilisation de la biomasse, parce que nous avons de grandes surfaces de terrain qu'on pourrait utiliser au profit des consommateurs et au profit des demandeurs au niveau européen pour soutenir ces cultures énergétiques. Et pour conclure mon intervention, parce que je ne veux pas aller au-delà de 10 minutes pour ma présentation, je veux parler des programmes des zones montagneuses. Tout comme les autres pays de l'Union européenne qui sont membres de la Convention carpatique, dont la Roumanie est membre elle aussi, nous avons élaboré quelques schémas bien ciblés qui sont censés faire garder les fermiers dans ces zones-là. Parce que, bon, si on a des problèmes
liées à la présence des changeants dans des zones rurales des plaines, la situation est d'autant plus compliquée dans les zones de montagne. Par conséquent, nous considérons que ces trois principes présentés dans les schémas liés aux zones de montagne, principes liés à la formation professionnelle, à la création et au maintien des conditions professionnelles pour le développement des activités non agricoles, aboutiront à une amélioration de l'attractivité de ces zones rurales montagneuses. En conclusion, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre activité. Je pense que vous êtes d'accord à dire que j'ai eu une intervention très brève et à nouveau, je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le secrétaire d'État. Maintenant, nous avons un message vidéo de la part du commissaire Phil Hull. Chers parlementaires, on remercie la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne pour avoir organisé ces débats. Comme vous le savez, la Commission a proposé ces décisions-là depuis quelque temps. Depuis, nous avons déployé tous les efforts pour contourer nos propositions et on apprécie les efforts faits par le Conseil et par le Parlement. En ce sens, on espère que l'ensemble des institutions arriveront à des décisions aussitôt que possible, de manière à permettre les négociations interinstitutionnelles avant la fin de l'année. On a maintes fois souligné que les agriculteurs ont besoin de stabilité. Et c'est grâce à un accord concernant la politique agricole commune qu'on assurera cette stabilité. Le Parlement et la Commission déploient des efforts pour le budget 2021-2027 et dans ce contexte budgétaire extrêmement difficile, il est essentiel de venir avec une proposition budgétaire juste pour allouer 360 milliards d'euros avant 2020. Et je voudrais vous assurer que je fais tous les efforts de sorte à ce que ce paquet budgétaire entre en vigueur. Je suis contente de recevoir le soutien roumain à ce titre-là. Et je fais appel aux États membres car au mois de décembre dernier, on est arrivé à un accord concernant le budget, ce qui est essentiel pour ouvrir la voie aux négociations budgétaires pour la prochaine période. Nous avons besoin d'une transition douce et bien sûr on souhaite modifier la politique agricole commune, venir avec un nouveau modèle capable à déboucher sur des bons résultats de manière à améliorer la situation non seulement pour les agriculteurs mais aussi pour les administrations des États membres. Nous avons besoin de flexibilité pour adapter les mesures aux agriculteurs. On doit leur expliquer comment on peut arriver à ces objectifs concernant 9 niveaux, 3 économiques, 3 sociaux et 3 financiers. Donc, on doit adapter nos instruments, bien sûr, aux circonstances locales. Et la Commission jouera un rôle de surveillant de façon à ce que les décisions soient mises en œuvre au titre de la stratégie. Ce nouveau modèle vise à soutenir une nouvelle génération de fermiers. La plupart de nos politiques reposent sur les mesures d'aide à l'intention des agriculteurs et des propriétaires. Les États doivent prendre des mesures visant à soutenir les agriculteurs et entreprendre des mesures au niveau national de façon à ce que ces décisions-là soient adaptées aux réalités locales. Ce sont des décisions importantes dont
certaines sont à caractère obligatoire et d'autres à caractère non obligatoire. L'ensemble des États auront un paquet financier qui leur sera alloué, à partir duquel ils vont essayer de soutenir leurs propres agriculteurs. Nous allons essayer d'investir également dans la formation professionnelle et le transfert des connaissances. Donc, en conclusion, chères mesdames, chers messieurs, je vous souhaite beaucoup de succès lors de ces débats et j'attends de voir quelles sont les suites. On remercie Monsieur le Commissaire pour son message. On va maintenant donner la parole à Monsieur Georg Hösler, directeur responsable des ressources au sein de la Direction générale pour l'agriculture et le développement rural de la Commission européenne. Donc, vous avez un rôle important. C'est à vous de répondre à l'ensemble des questions sur la politique agricole commune. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais développer ce que le commissaire Hogan a mentionné, surtout en projetant nos discussions vers le prochain cadre financier afin de maintenir un budget suffisamment important pour la politique agricole commune. Alors, je rejoins le commissaire Hogan dans son avis sur le contexte difficile auquel on est confronté. On doit tenir compte du fait que les États membres et le Parlement européen ont transmis un message très fort sur la nécessité d'accentuer les nouvelles politiques en matière d'investissement européen. On a également à faire face au terrorisme, à la protection des frontières européennes. On va vers de nouvelles stratégies en matière de recherche et de développement. Et ces aspects-là continueront à être financés à l'avenir par le budget européen. Donc, la Commission a exactement proposé l'année dernière de allouer de l'argent à ces domaines autrement importants. Dans une certaine mesure, ces financements-là vont en contradiction en quelque sorte avec la politique agricole commune et la politique de cohésion, car elle continue à représenter environ 70% du budget total européen. Donc, ce qu'on décidera de faire pour les zones précédemment mentionnées va également impacter le PAC et la politique de cohésion. Il y a des antagonismes entre les politiques. Il y a par ailleurs des États qui contribuent et il y a quelqu'un qui a proposé de limiter à 1% les contributions du PIB. Nous sommes venus avec une proposition d'avoir 1,1%. D'un autre côté, dans la résolution du novembre du Parlement européen, il a été proposé d'avoir 1,3% du PIB en tant que contribution. Donc, vous voyez, les différences sont importantes entre ces propositions-là. Si on parle de l'agriculture, cela fera une différence de 67 milliards d'euros d'écart entre la proposition du Parlement et celle de la Commission. Donc, notre Commission est dans une position très difficile entre l'enclume et le marteau. Un autre sujet important à mettre sur le tapis, déjà mentionné ici, est la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Aujourd'hui, à l'heure qu'on parle, il n'est pas encore clair ce qui va se passer et dans quelles conditions exactement la Grande-Bretagne va quitter l'Union européenne. Bien certainement, le Brexit va impacter le cadre financier annuel
Mais on peut également dire que surtout le départ de la Grande-Bretagne sans avoir un accord négocié impactera énormément le prochain cadre financier multiannuel. Ce nouveau cadre-là, qui a été planifié, comporte une perte de 12 milliards d'euros par an. Et tout cela, mis ensemble, rend notre proposition raisonnable en matière d'agriculture. Le président Stănescu a dit que ce n'est pas suffisant, mais vu les conditions de base auxquelles on a affaire, je pense que c'est un bon fondement de discussion. Lorsqu'on est venu avec cette proposition-là, notre idée était de maintenir autant que possible les paiements directs, de façon à ce que personne ne perde plus de 4% de l'allocation budgétaire pour la prochaine période de programmation. Pour ce qui est des paiements directs, nous sommes venus avec des propositions pour 2 domaines clés. D'un, la convergence, ce qui voudra dire que les États membres qui sont venus rejoindre l'Union européenne un peu plus tard on réduira la différence, l'écart d'allocation directe, et ça va se voir surtout en Roumanie, par exemple. On verra une augmentation des allocations pour les paiements directs. Ce n'est pas un secret là-dessus. Dans le Conseil des ministres qui discute des petits agriculteurs, on a vu cela. Certains ministres n'ont pas été d'accord avec cette proposition-là de soutien à la continuité de la convergence. Le deuxième élément clé que je mentionnais, portant sur les paiements directs, c'est la méthode de la dégressivité qui a été déjà mentionnée ici. Et nous sommes venus également avec une proposition en ce sens-là, c'est-à-dire 68 000 euros plafonnés à 5 000 euros, tenant compte bien sûr du coût de la main-d'œuvre dans les exploitations agricoles qui pourrait diminuer. Et ça, c'est l'élément central de notre proposition de réforme du cadre financier multiannuel. Donc les débats, bien sûr, continueront. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Certains États membres, y compris la Roumanie, n'ont pas accepté ces propositions-là, mais on va en discuter. Pour ce qui est des autres secteurs, je pense que nous sommes venus avec des propositions raisonnables. Par exemple, des mesures des soutiens du marché pour le vin, pour les fruits et les légumes et d'autres produits agricoles, avec toujours une petite diminution de seulement 4%. Pour maintenant parler juste un peu de développement rural. Contrairement à tout ce qui vient d'être dit là, nous ne proposons pas une diminution des allocations allant au développement rural. Ce qu'on propose, c'est plutôt de contrebalancer, d'équilibrer les mesures de développement rural au niveau des États membres et de l'Union européenne, donc d'avoir des contributions plus équilibrées. À l'heure qu'il est, la part de participation est de 47% de l'État membre et le reste de l'Union européenne en moyenne. Et puis, une contribution à hauteur de 85% de l'Union européenne pour les zones les plus défavorisées. Donc, ce qu'on propose, c'est de faire augmenter la part de l'État membre, la contribution des États membres, pour les zones les moins développées. Ces parts ont été augmentées lors de la crise financière, mais on est passé outre cette période-là. Pour ce qui est de la distribution plus équitable du budget, il faut repenser les quotas de contribution. Le niveau actuel de financement des mesures de développement rural pour les fermiers, les agriculteurs et les autres bénéficiaires seront maintenus.
Nous avons également des dispositions importantes concernant la flexibilité entre les politiques de développement rural et les paiements directs. Nous avons eu des expériences positives lors de l'actuel cadre financier. Par exemple, des expériences où les États membres ont fait appel à cette possibilité de rendre plus flexible l'allocation financière entre ces deux domaines afin de soutenir le secteur agricole dans son ensemble. Donc, nous avons augmenté la flexibilité dont les États membres jouissent. Nous avons également mentionné, vous avez mentionné dans l'introduction, que nous avons vu une augmentation des financements pour la recherche et le développement dans l'agriculture. C'est une ligne budgétaire qui est extérieure à la PAC. 10 milliards d'euros on propose à la recherche et le développement dans le nouveau cadre financier multiannuel. Lorsqu'on a introduit pour la première fois un financement à la recherche et au développement, les résultats ont été excellents. Je parle du cadre financier précédent. Ces allocations-là transmettent en même temps aux agriculteurs un message fort, à savoir le moment est venu pour vous de vous éloigner du simple transfert de revenus et de financer de méthodes nouvelles et innovantes d'exploitation agricole ou de faire de l'agriculture. L'échelonnement est également important. Vous savez qu'avant les élections européennes, nous devons parvenir à un accord européen afin de pouvoir présenter un projet cohérent, positif. Malheureusement, cela n'a pas été possible pour diverses raisons politiques, parmi lesquelles le Brexit, dont l'influence est extraordinaire sur ces débats-là. Alors qu'il est, le Conseil de l'Union s'est engagé à une proposition avant la fin de l'année 2019. Mais je le souligne, crucial pour nous d'arriver à un accord. Après, on aura suffisamment de temps pour rentrer dans les détails et pour clairement définir la nouvelle politique commune. Nous n'avons pas encore un accord sur cette réforme-là. De notre expérience précédente, les ministres, s'il n'y a pas un accord, et il n'y aura pas un accord si on ne sait pas sur quel fonds, sur quels moyens de financement compter. Donc, en conclusion, pour résumer, nous avons déjà des propositions qui ont été mises sur le tapis, de bonnes propositions avec de bons résultats pour l'agriculture. Pendant la présidence roumaine, lors des négociations du cadre financier multiannuel, nous avons insisté non seulement sur l'agriculture, mais sur l'ensemble des domaines. Et les institutions européennes, à mon avis, sont prêtes pour débattre des allocations finales au titre du prochain budget. Les propositions ont été faites, les priorités précédemment mentionnées valent toute la peine d'être financées. Alors, en partant de ces prémices-là, un accord est tout à fait possible et des résultats positifs pour le secteur agricole sont possibles, assurant un avenir brillant pour les 7 prochaines années pour l'agriculture. Merci, Monsieur le Directeur. Je donne la parole maintenant à Monsieur Pekka Pessonen, qui est le secrétaire général du Comité des organisations professionnelles de l'agriculture, COPA, et du Comité général des coopératives agricoles de l'Union européenne, COGECA. Monsieur le secrétaire, vous avez la parole.
La technologie est toujours compliquée. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, c'est un grand plaisir d'être aujourd'hui parmi vous. Et je voudrais vous remercier de cette invitation de participer à cet événement important. Je suis finlandais et je proviens d'une longue lignée d'agriculteurs, de fermiers. J'ai ma propre exploitation agricole. Et même si je suis un fermier actif, je suis aussi très impliqué dans les activités de maison rurale. Et j'ai dans ma responsabilité 67 coopératives agricoles et je suis aussi très impliquée dans l'industrie agricole. Tout comme les orateurs précédents ont montré, nous faisons de notre mieux pour trouver des solutions. Et qui plus est, nous allons nous confronter à une crise sans précédent sur le marché. Et cette crise ne doit pas échapper à notre contrôle. C'est précisément pour cela que nous essayons d'approcher toutes ces inquiétudes qui existent dans le secteur agricole. Les fermiers européens, 10 millions de fermiers européens ont tous besoin du soutien de l'Union européenne, notamment 6 millions d'entre eux ont un grand besoin de soutien de l'Union, car leurs produits, une grande partie de leurs produits entrent sur le marché. Nous avons aussi des liens avec d'autres industries telles la sylviculture et d'autres industries qui font partie de notre portefeuille. Je pense que cette conférence est organisée dans un moment clé où les décideurs de l'Union et M. Hussler, représentant de la Commission, ont montré très bien les problèmes existants. Nous comprenons très bien les inquiétudes de la Commission européenne concernant le budget et les ressources disponibles avant d'établir toute orientation liée à la politique agricole commune. Nous soutenons un budget de la politique agricole commune qui soit lié aux objectifs du traité de fonctionnement de l'Union européenne, mais aussi aux ambitions et aux objectifs pour la période de programmation 2021-2027. Les problématiques liées à la politique agricole commune aussi, ce qui signifie un budget plus ambitieux, mais qui requiert aussi l'engagement de la partie des États membres. C'est pourquoi je suis très contente d'avoir invité à cet événement aujourd'hui, car il est essentiel de corréler les priorités de l'Union aux ressources financières. Les États membres doivent contribuer et il est hors de doute que ce contexte économique ne nous rendra pas du tout la tâche facile. Je veux souligner le fait que le futur budget de la politique agricole commune ne doit pas négliger ces nécessités qui existent dans le domaine agricole, surtout si on parle de la politique de cohésion. Nous nous attendons à ce qu'on doit fournir beaucoup de soutien aux zones agricoles en matière de cohésion et de stabilité. Nous devons maintenir le budget de la politique agricole commune et de l'améliorer. Ceci peut représenter un défi pour nous qui reflète aussi d'autres difficultés existantes dans le secteur agricole. Mais à mon avis, celle-ci est la seule modalité pour nous d'être sûrs que l'Union européenne fixe des objectifs ambitieux en matière d'emploi, en matière d'environnement et de cohésion sociale. Dans ce sens, nous comprenons très bien l'insécurité apportée par ce phénomène qui est le Brexit. Et nous comprenons très bien qu'un accord lié au cadre financier pluriannuel est essentiel pour la mise en œuvre des objectifs de la politique agricole commune. La politique agricole commune doit rester une politique de financement forte et stable.
pour avoir une histoire de succès. Et malgré ces difficultés, elle doit assurer des avantages pour tous les citoyens de l'Union et elle doit aussi assurer la vitalité et la stabilité des zones rurales, malgré toute difficulté. Nous saluons les efforts de la Commission européenne de bien établir ce cadre de la politique agricole commune. Je veux féliciter nos collègues de l'Union qui travaillent sur le cadre de la politique agricole commune. J'ai déjà parlé des considérations liées au budget. Nous nous opposons aux diminutions de financement. Nous voulons bien sûr accomplir les objectifs de la politique agricole commune. La politique agricole commune est un très bon exemple de mise en œuvre de ces principes liés au bien public et à l'environnement. Nous faisons de notre mieux pour mettre en œuvre ces principes qui sont bien connus à niveau international. Les propositions existantes portent aussi sur la diminution des fonds alloués pour l'environnement. Au-delà de créer des déséquilibres entre les États membres, ce phénomène aurait un impact très fort non seulement sur les objectifs de la politique agricole commune, mais aussi sur les engagements de la politique à niveau international. Le changement climatique est seulement un exemple dans ce sens. Un autre élément est la simplification de la politique agricole commune qui doit être plus facile à utiliser, notamment par les fermiers, non seulement par le secteur administratif. Et le contrôle et les sanctions applicables dans le cadre de cette politique doivent être plus proportionnelles. Dans le cadre de COPA et de COGECA, nous faisons des efforts pour assurer une meilleure administration de la politique agricole commune qui aide les fermiers à obtenir des avantages de leur activité. Et nous devons obtenir les livrables prévus. Nous devons maintenir cette politique à son niveau habituel. En tant que politique commune au niveau de l'Union européenne, la politique agricole commune se doit de respecter les règles communes de l'Union européenne. Je pense que la Commission a déjà reconnu cet aspect et on a présenté son soutien. Les États membres doivent s'assurer d'adopter une approche équilibrée entre la stabilité et le développement au moment où ils fixent leur plan de développement. La politique agricole commune doit prendre en compte les investissements futurs dans l'agriculture et les investissements et les innovations nécessaires dans ce domaine. Tout comme dans toute autre industrie, les investissements sont essentiels dans l'agriculture pour l'avenir de nos coopératives et de nos activités. Et pour cela, on a besoin de stabilité et des instruments qui permettent une gestion du risque. Quand je parle de l'agriculture de l'avenir, j'ai le sentiment de penser au fait que seulement 1% des fermiers sont âgés de moins de 40 ans. Nous avons un besoin désespéré de gens dans le secteur agricole, tant des hommes que des femmes. Mesdames et messieurs, je dois souligner ce besoin d'avoir aussi des femmes qui travaillent dans cette industrie. Si on pense à une exploitation agricole gérée par les familles, si les femmes ne s'impliquent pas dans l'activité agricole, la situation sera déséquilibrée. Il faut aussi se pencher sur des approches innovatrices. En Espagne, les femmes et les jeunes gens participent dans des discussions organisées par les coopératives. Nous devons préparer un avenir meilleur tant pour les coopératives agricoles que pour l'industrie dans son ensemble. Ce que la politique agricole commune a besoin, c'est de la synergie, notamment dans des zones où nous devons offrir plus de possibilités de développement, notamment dans les zones rurales. Nous devons créer des instruments pour les futures générations de fermiers pour nous assurer qu'ils sont des fermiers actifs. Par conséquent, nous ne pouvons pas nous engager dans la protection de l'environnement. C'est pour cela que je vous lance un défi, mesdames et messieurs. Je vous lance le défi d'analyser, de voir comment on peut
apporter du sang frais dans l'agriculture? Comment pourrons-nous faire les hommes et les femmes et les jeunes gens s'impliquer dans l'agriculture? Je répète, il s'agit d'une collaboration tant au niveau européen qu'au niveau national, une collaboration qui a un impact très puissant sur le développement des zones rurales. Pour revenir à la politique agricole commune, la Commission a proposé d'établir des instruments d'intervention dans les zones rurales, tout en reconnaissant les particularités des zones rurales et tout en permettant aux fermiers de collaborer les uns avec les autres afin d'atteindre leurs objectifs. Ces aspects sont obligatoires pour assurer la chaîne d'approvisionnement. Ces mesures liées à l'intervention et à l'innovation, par exemple, dans le cadre des petites et moyennes entreprises, ce sont des mesures qui ont besoin du soutien. Nous devons prendre en compte les attentes des consommateurs et les différences de qualité, les différences en matière de qualité. C'est d'ailleurs ce que les fermiers font au niveau européen afin de s'assurer qu'ils sont compétitifs. Donc, la politique agricole commune doit assurer des mesures efficaces. Au moment du développement des plans stratégiques, on doit mettre l'accent sur l'agriculture tout en sachant qu'elle contribue à une amélioration de la compétitivité. La politique liée à la qualité au niveau européen et la politique de coopération, elle aussi contribue à améliorer la compétitivité, la concurrence dans notre industrie. Au fil des années, ceci s'est avéré être un instrument très important pour les fermiers européens et pour sensibiliser les consommateurs européens quant à la qualité des produits. Je suis très confiant quand je dis que la qualité et la sécurité de nos aliments en Europe est au plus haut niveau de toute l'histoire de notre continent. C'est pourquoi nous tous, dans nos communautés, nous devons faire des efforts, et notamment dans les zones rurales. Merci beaucoup, Monsieur Pekka Persson. Maintenant, je donne la parole à Monsieur Jan Plag. Monsieur Jan Plag est le président de la Fédération internationale des mouvements de l'agriculture organique, IFAM Europe. Je vais vous dire que Monsieur Jan Plag sera de nouveau à Bucarest le 20 et le 21 juin suivant pour le congrès, pour un congrès de l'agriculture. Monsieur le Président, vous avez la parole. Thank you, Chair. Thank you very Merci, Monsieur le Président. Merci de votre invitation ici à Bucarest, Mesdames et Messieurs. Nous sommes impliqués dans quelques secteurs de l'agriculture de la société. Je suis le président du groupe de dialogue civil sur la PAC. Et on a discuté avec la Commission, avec nombre d'experts concernant le développement des propositions faites par la Commission. Il y a des débats en cours visant la mise en œuvre du plan stratégique pour la PAC. Je suis par ailleurs un horticulteur, donc je suis moi-même un petit fermier d'Allemagne avec mon frère, donc bien sûr dans l'agriculture organique. Permettez-moi maintenant de souligner les aspects clés dans la discussion aujourd'hui, donc le budget et le cadre financier multiannuel. Quelle est la position des agriculteurs organiques, de représentants de l'industrie, des vendeurs de détail qui représentent environ 20 000 organisations à travers l'Europe. On a appris nos leçons
on a tiré des enseignements de l'actuelle période de financement et on sait quels sont les besoins pour la prochaine période. On est fortement engagé vers un budget fort, comme M. Pessonen du Copa-Cogeca, M. Stănescu et les autres orateurs d'aujourd'hui l'ont déjà dit. Nous avons besoin d'un budget fort de la PAC si on veut atteindre les objectifs, les 9 objectifs fixés, car ils sont ambitieux, surtout celui concernant l'environnement et les mesures sociales. Nous sommes contre une réduction du budget de la politique agricole commune. Ce n'est pas réaliste de penser qu'on peut faire face à autant de défis auxquels on est confronté dans le secteur agricole. On ne peut pas atteindre les objectifs en matière de climat. On ne saurait pas conserver la biodiversité ou faire face aux salaires à la baisse dans nombre d'exploitations agricoles. Donc, on doit négocier avec les États membres, la Commission et le Parlement pour venir avec une solution viable. Mais il y a aussi un autre aspect, car c'est facile de dire qu'on a besoin de plus d'argent. D'abord, il faut voir combien d'argent a-t-on dans le budget. Par ailleurs, on croit aussi fermement que le moment est venu de discuter, de s'appliquer aux discussions et de voir quel est le contenu du budget dont on dispose actuellement et pour quelles mesures et pour quelle intervention en particulier on a besoin de plus de financement. Le budget est directement relié au contenu. Si la politique agricole commune délivre tous ces biens communs, je n'aurais pas vu une nécessité de décroître le budget. Et par conséquent, les fermiers ont besoin de ce budget-là, de ce financement-là, pour pouvoir déboucher sur ces résultats-là qui sont bons pour l'ensemble de la société. Beaucoup de fermiers, beaucoup de citoyens ne croient plus que la politique agricole commune est capable de nous donner tout ce qu'on attend d'elle, tout ce qui a été fixé dans les objectifs européens communs. Et ça impacte la confiance de la société civile, de voir que la Commission revient après les réductions proposées précédemment pour le pilier 2, revient avec une nouvelle réduction jusqu'à 20% et dans certains États encore plus pour ajuster cette valeur à l'inflation. Donc, il y a un débat enflammé au niveau de la société civile concernant le second pilier, car c'est le seul qui peut mener vers plus de stabilité dans les zones rurales. Donc, on propose de maintenir le budget tel qu'il est, ou du moins le maintenir au niveau actuel. Et je pense qu'il y a beaucoup d'autres parties prenantes qui partagent cet avis-là. Donc, on ne peut pas, je le redis encore, on ne peut pas couper le budget de la politique agricole commune de son contenu, de ce qu'elle finance. Et il y a des propositions législatives qui ont été faites en 2018. Tout d'abord, prenons-les une par une. Les schémas écologiques représentent le premier pas vers un cadre commun de paiement pour le premier et le deuxième pilier également. Donc, les débats qui ont déjà été assez longs, ont crayonné une architecture commune menée à stimuler la biodiversité, la protection du climat et tout cela est actuellement possible si, bien sûr, les États membres choisissent de transférer des fonds vers ces mesures-là.
Mais dans ces propositions-là, ne figure pas le caractère prévu. Donc, c'est obligatoire, mais il n'y a pas de limitation, il n'y a pas de pourcentage ou de part dans le premier ou le deuxième pilier prévu pour être alloué à ces schémas écologiques. Et on a des situations similaires à travers nos États membres. Donc, on utilise des mesures liées à l'environnement prévues dans le deuxième pilier. Par ailleurs, il y a aussi une différence. Donc, l'agriculture organique aujourd'hui, donc la mesure 11, est incluse dans les paiements au titre du deuxième pilier. Et même si beaucoup d'États ont réduit le budget et leur part de paiement pour le deuxième pilier, pour le climat et la protection de l'environnement. Donc, nous voyons que déjà, il n'y a pas une direction commune qui se préfigure à travers les États membres. La société civile et nos organisations craignent qu'on va se diriger droit vers le mur. Maintenant, les États membres doivent discuter de la manière adéquate pour avoir un terrain équitable et commun pour cette architecture verte. Donc, ce qu'on propose, c'est de cadrer un budget à travers ces deux piliers-là, non pas seulement sur le deuxième pilier comme c'est le cas actuellement. Donc, dans le plan stratégique de la PAC, nous visons d'avoir un cadre très large permettant d'atteindre les objectifs européens avec beaucoup de schémas de paiement et d'éviter de cette manière-là de nous diriger droit dans le mur pour pouvoir assurer les paiements directs sous le premier pilier, parce que c'est beaucoup plus ambitieux par rapport à ce qu'on a entendu hier. Certains États membres disaient qu'ils voulaient diminuer les paiements directs et investir plus dans les schémas écologiques et dans la biodiversité, dans les mesures de biodiversité, dans les coopératives agricoles. Donc, il y aura une concurrence en matière d'atteinte des objectifs européens, ce qui semble tout à fait raisonnable et logique. Mais cela ne marchera que si les allocations budgétaires sont plus ou moins les mêmes à travers l'Europe. Nous avons reçu du Parlement européen quelques idées pour combler cet écart avec la proposition de la Commission. Donc, au moins encadrer les schémas écologiques de façon à ce que les États membres puissent développer ce type-là d'interventions qui sont très importantes. En conclusion, compte tenu de la place occupée par l'agriculture organique dans le CAP, il n'est pas mentionné actuellement qu'il y a un plan stratégique comme on a dans la mesure 11 pour le développement rural. Donc, maintenant, si on discute de ces mesures-là qui mènent à des résultats économiques et sociaux, si on parle des mesures de connexion entre la société et les agriculteurs, si on discute de la contribution des États et d'une intervention plus facile, eh bien, alors là, l'agriculture organique deviendra une histoire de succès de l'Union européenne. Donc, nous vous demandons de discuter, chacun d'entre vous, avec vos gouvernements respectifs, vos parlements et les comités concernés,
des plans stratégiques de la PAC. Et enfin, nous avons une position commune en tant que fermiers. Nous occupons une place importante dans la chaîne de valeur et nous sommes honorés d'être les invités de la présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne. Et nous allons bien sûr vous inviter à revenir pour discuter. Vous parlez de la session de discussion du 20 à 21 juin. Merci de votre attention et j'attends avec grande impatience ces discussions-là. Merci. Merci, Monsieur le Président Plagg. Chers invités, la liste des orateurs principaux est clôturée. Nous passons à la deuxième partie, l'échange d'opinions. Nous avons 9 interventions proposées. Je propose d'avoir 3 minutes par intervention. Et à la fin, nous donnerons la possibilité aux orateurs principaux de tirer les conclusions de cette première séance. Pour commencer, permettez-moi de vous partager quelques conclusions et ensuite on donne la parole à Madame Kafantari du Parlement grec. La politique agricole commune est devenue au fil des années un pilier important concernant l'architecture de l'Union européenne. Les citoyens européens reconnaissent sa valeur ajoutée dans nos vies. Les propositions présentées le 1er juin 2018 par la Commission européenne incluent un nouveau modèle de politique agricole commune pour la période 2021-2027. Un modèle où les États membres auraient plus de flexibilité pour personnaliser leurs décisions et pour les adapter en fonction de leurs circonstances locales respectives. Le budget de la politique agricole commune après 2020 représente un thème prioritaire pour notre pays, vu la contribution de l'agriculture roumaine dans le PIB national et vu le fait que approximativement 45% de la population de la Roumanie habite dans les zones rurales. De plus, le 2018 a été un vrai succès pour nous, avec des récoltes records pour le maïs et le tournesol, qui nous a placés en première position dans le classement au niveau européen. Notre pays est signataire du mémorandum relatif au budget de la politique agricole commune, à côté de la Finlande, la Grèce, l'Irlande, le Portugal, l'Espagne, la Croatie, le Chypre, l'Hongrie, la Lituanie, le Luxembourg, la Pologne et la Slovaquie. À travers ce mémorandum, on demande que le budget PAC soit augmenté pour être mis à jour au niveau actuel, ce qui permettrait aux fermiers de répondre aux défis économiques, environnementaux, climatiques et de santé dans le cadre des 2 piliers. Autrement dit, nous ne sommes pas d'accord avec la proposition de la Commission pour la future PAC, ce qui suppose une diminution des fonds pour l'agriculture du total du budget de l'UE d'environ 28,5% par rapport à 37% dans le cadre financier pluriannuel actuel. Dans ce sens, nous considérons que nous devons prendre en compte des aspects liés à la contribution des fermiers aux biens publics, aux exigences minimales en matière d'éco-conditionnalité, aux contributions des fermiers pour la sécurité alimentaire et la différence entre les revenus salariaux dans l'agriculture par rapport à la moyenne salariale dans d'autres domaines. La diminution du budget agricole aura un grand impact sur la politique agricole commune, qui est la politique européenne la plus intégrée. Les fermiers seront obligés de faire davantage pour l'environnement avec des fonds considérablement réduits dans le contexte de l'introduction de nouvelles exigences complexes. Qui plus est, les fermiers ont déjà des revenus diminués de 40% par rapport à d'autres catégories sociales. Nous sommes d'avis que la réduction de 16% des fonds de développement rural aura un très grand impact sur le progrès de la diminution du décalage de l'écart entre les zones rurales de l'Est et de l'Ouest de l'Union européenne. La Roumanie n'est pas d'accord avec le cofinancement national des paiements directs en considérant que cela entraînerait une
concurrence déloyale entre les États membres et nous ne pouvons pas être d'accord avec les plafonds obligatoires de paiement direct qui aura un grand impact sur les grandes exploitations et qui respectent les standards environnementaux et qui ainsi perdront de leur compétitivité par rapport aux importations des pays tiers. Les priorités de la Roumanie pour le budget PAC après 2020 visent des aspects tels le maintien d'un budget cohérent, l'existence de deux piliers, la convergence extérieure, la repensée des paiements pour les zones vertes, les paiements redistributifs comme alternative au mécanisme de limitation des paiements pour les grandes exploitations, et ainsi de suite. En plus, nous voulons plus de flexibilité dans l'application de la convergence interne par le mécanisme de paiement redistributif, l'imposition de l'obligativité du plan stratégique national seulement après que la Commission mène des analyses suffisantes en matière d'opportunités d'impact et que les indicateurs pour mesurer la performance dans l'atteinte des objectifs PAC soient mesurables. Nous saluons la continuité de la convergence externe des paiements directs et l'application de la dégressivité avec la possibilité d'orienter les diminutions résultant vers les petites et moyennes exploitations comme alternative à l'application de délimitations obligatoires. En conclusion, je suis confiant que pendant ces 2 jours, nous aurons des discussions fructueuses qui contribueront à façonner le futur de la PAC, de sorte que le budget post-2020 puisse combattre les risques de la viabilité des exploitations agricoles, les risques liés aux revenus des agriculteurs et à leur capacité de répondre aux exigences des citoyens en matière d'alimentation saine, durable, accessible et de qualité, mais aussi aux exigences liées à la protection environnementale et à l'adaptation au changement climatique. Je vous remercie. Maintenant, je donne la parole à Madame Karaoula Kafantari, représentante du Parlement grec. Pour commencer, je voudrais remercier nos hôtes roumaines de l'organisation de cette réunion. Cette réunion parlementaire est essentielle parce que le rôle des parlements nationaux dans la fixation de la politique agricole commune est très important. Le fait d'avoir l'occasion d'échanger des opinions, des expériences et des idées concernant les particularités de chaque pays est très importante. La Grèce, par exemple, vu ses particularités géomorphologiques et le grand nombre d'îles appartenant à la Grèce, le grand nombre de montagnes ne peut pas être géré de la même manière que notre pays européen. Donc nous avons besoin de politiques spécifiques. C'est précisément pour cela qu'on a besoin de la convergence des aides directes et nous avons aussi besoin d'évaluer de manière spécifique les critères applicables. J'insiste sur le besoin d'avoir une politique commune intégrée afin d'assurer la cohésion sociale et le développement durable. La Grèce considère que les paiements directs orientés vers les petites exploitations et vers les jeunes gens qui veulent démarrer des activités dans l'agriculture doivent être adaptés. En 2018, on a signé un mémorandum. La Grèce, la Finlande, le Portugal, l'Espagne et 8 autres pays ont signé ce mémorandum en demandant une croissance du budget pour la politique agricole commune afin que ce budget soit gardé au moins au niveau actuel. En réaction au changement climatique et en réaction à d'autres défis imposés par les 2 piliers de la politique agricole commune. On a dit que les diminutions des dépenses du budget de la politique agricole commune a un impact sur la viabilité des exploitations agricoles au niveau européen et aussi sur les revenus des fermiers.
Et aussi sur la demande accrue de produits alimentaires sains et à la protection environnementale et au changement climatique. Je voudrais vous dire que M. Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, est venu avec plusieurs propositions qui permettraient que la politique agricole commune et le budget de la politique agricole commune puissent être mis à jour sans aucun danger pour nos citoyens. On a proposé une taxe sur les transactions financières pour les entreprises qui sont impliquées dans ce domaine. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à Madame Fonteini Arampatsi du Parlement grec, qui sera suivie par le représentant du Parlement finlandais. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Chers membres du Parlement européen et des parlements nationaux, je suis très contente de participer à la réunion d'aujourd'hui. Je vais faire très bref en présentant la position de mon parti, qui est le principal parti d'opposition du Parlement grec et membre du PPE. Je vais parler du budget pour la politique agricole commune pour la prochaine période de programmation. Nous ne sommes pas d'accord avec la position de la Commission européenne concernant la diminution du budget et avec la proposition de la Commission concernant l'existence de deux méthodes de calcul. La Commission a proposé des diminutions significatives de 5% du budget pour la politique agricole commune, de 4% pour les paiements directs et de 5% pour le deuxième pilier. Ces diminutions ne tiennent pas compte de l'impact de l'inflation. Et si on tient compte de l'impact de l'inflation, l'impact réel sera beaucoup plus grand. Pour nous, la politique agricole commune représente la pierre de base de la construction européenne. Et cette politique agricole commune doit rester forte et commune et elle doit être financée de manière adéquate. C'est pourquoi nous demandons que les allocations budgétaires soient maintenues au moins au niveau actuel. Et notamment pour notre pays, la Grèce, où les revenus ont été considérablement affectés. Vu le rôle fondamental de cette politique, nous réitérons notre point de vue où l'agriculture ne doit pas subir les effets des décisions politiques. L'une de ces décisions étant le Brexit. Mais la politique agricole commune joue un rôle clé pour atteindre des objectifs clés tels la sécurité alimentaire. Je dois souligner le fait que les réglementations que les fermiers doivent respecter en matière de protection et de sécurité alimentaire, de protection environnementale, sont devenues de plus en plus nombreux et de plus en plus strictes. Tandis que la part de la politique agricole commune dans le budget de l'UE a été continuellement à la baisse. Concernant ce débat lié au paiement direct, au soutien financier par hectare et concernant l'harmonisation de ces paiements et la soit-dite convergence externe, nous réitérons le fait que la continuation de la convergence externe est une direction erronée dans la nouvelle politique agricole commune. La nouvelle politique agricole commune doit tenir compte du PIB de chaque pays et non pas du nombre d'hectares ou de la population de chaque pays. À notre avis, même le scénario existant concernant la réduction moyenne, la diminution moyenne ou la réduction de l'écart de paiement entre les différents États et le fait d'aboutir à 80% de la moyenne des paiements européens dans la future période de programmation sera un très grand fardeau pour les fermiers grecs. Pour conclure, le fait de continuer cette diminution n'est pas acceptable et on ne devrait pas avoir ce plan de redistribution des paiements directs pour les fermiers européens. Merci.
Merci, Madame la députée. Maintenant, Monsieur Kari Kulmala du Parlement finnois, Monsieur Giacomino Tarico du Sénat italien se prépare. Monsieur Kulmala, vous avez la parole. Très distingué comité, Mesdames et Messieurs, quelques mots sur la perspective finnoise concernant la réforme de la politique agricole commune. Voilà que nous vivons des moments importants, des moments troubles pour l'avenir européen. La présidence roumaine du Conseil de l'Union européenne assure son rôle de force œuvrant pour la sécurité de l'Union européenne. Et je vous remercie de tous vos efforts déployés jusqu'à présent. On vous souhaite beaucoup de succès pendant votre mandat. La Finlande va reprendre la présidence tournante ensuite. Bon, le Conseil de l'Union a décidé au mois de décembre de modifier le cadre financier multiannuel. Et dans le deuxième semestre de cette année, donc ce qui veut dire que cela va prendre place pendant notre présidence et nous allons faire de notre mieux pour atteindre cet objectif. Nous nous confrontons à la fois à beaucoup de défis. Les résultats des négociations portant sur le nouveau cadre de financement multiannuel doivent mener vers plus de stabilité dans le secteur agricole. Qui plus est, cela devrait mener à une amélioration des allocations au titre du nouveau cadre financier. La Roumanie a ouvert la voie des discussions concernant la nouvelle politique agricole commune. Nous allons les continuer. Nous allons continuer à insister sur tous ces débats importants. La Finlande soutient la Roumanie tant dans son opinion que dans ses efforts. Malheureusement, le Parlement annuel, et bien heureusement, le Parlement annuel, dans ses sessions plénières, a déjà exprimé son avis. Mais les discussions se sont tenues dans des comités, ce qui veut dire que les vraies négociations avec le Parlement européen débuteront vraiment après la prise du mandat du nouveau Parlement. Donc, si ce nouveau Parlement européen viendra avec des solutions et va moduler sa position, il sera tout à fait possible de lancer les allocations budgétaires pendant la présidence finnoise. Donc, cela nous met et nous octroie le rôle de finaliser ces démarches, d'entamer la finalisation de ces démarches. Mais tout cela prendra du temps et c'est clair que le calendrier, l'emploi du temps initial ne sera pas être respecté. On a besoin d'une période de transition avant la mise en œuvre de cette nouvelle politique agricole commune. La Commission, elle, n'est pas venue avec un emploi du temps concernant cette transition. On espère qu'elle le fera, surtout pendant la présidence finnoise. Et en conclusion, je vous souhaite déjà la bienvenue à la conférence qui se tiendra à Helsinki les 27-28 octobre concernant la politique agricole commune 2021-2027.
Monsieur Giacomino Tarico, représentant du Sénat italien, prendra la parole et Monsieur Joaquim Barreto de Portugal se prépare. Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie également au nom de la délégation italienne. C'est une opportunité excellente qu'on a de parler de l'avenir. Donc, on pense que la cohésion est cruciale pour l'avenir de l'Union européenne. Mais on croit également que l'avenir de nos communautés dépend de l'agriculture et de la cohésion. On a réellement besoin d'un budget solide, généralement parlant, mais surtout, donc, on doit venir avec de nouvelles orientations pour le marché, dans la chaîne de valeur ajoutée, biodiversité, sécurité alimentaire. Eh bien, voilà tout autant de défis qu'on doit attaquer et on a besoin de ressources financières, surtout provenant du deuxième pilier. On est absolument d'accord qu'il est nécessaire de ne pas diminuer notre budget et la Commission croit quant à elle que les États membres doivent augmenter leur contribution, mais cela n'est pas du tout possible pour ceux qui contribuent déjà de manière nette. Donc, à notre avis, il faudrait revérifier cela, réellement entendre les termes et les conditions afin de mettre en œuvre peut-être des mécanismes d'autofinancement ou d'autres mécanismes de financement. On a mentionné ici les taxes sur les transactions financières. C'est peut-être une modalité de recouvrer de l'argent et d'avoir un meilleur débouché. Encore une fois, la sécurité est cruciale, mais on ne peut pas faire les choses chacun de notre côté. On doit avoir une approche commune et on doit changer nos procédures, non pas seulement administratives. Les agriculteurs, eux aussi, ils doivent pouvoir changer. Les politiques européennes doivent être plus lisibles, plus simples pour les fermiers. Et un autre commentaire était déjà fait ici concernant cette flexibilité, car à mes yeux, la flexibilité est aussi vue comme une manière de réduire les ressources. Donc, ça peut mener à une concurrence entre les pays et à une concurrence entre surtout les pays à visée agricole ou les pays où l'agriculture est reléguée à une deuxième place. Encore une chose, en conclusion, l'innovation est un élément crucial pour notre avenir. L'innovation est fondamentale pour les jeunes et extrêmement importante pour les exploitations agricoles. Sera accompagnée de l'interprétation sur Internet. Maintenant, on donne la parole à Monsieur Joaquim Barreto de l'Assemblée de la République portugaise et ensuite Monsieur Jean-Baptiste Barrot de l'Assemblée nationale de France aura la parole. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour l'organisation de cette réunion et pour la chaleur à laquelle reçue. Pour le Portugal, comme pour la Roumanie, la politique agricole commune et la cohésion sont deux thèmes d'importance fondamentale pour l'avenir
non seulement de notre pays, mais aussi de la Union européenne. C'est donc avec grand plaisir que nous avons accepté cette invitation et notre délégation, que j'ai l'honneur de présider, est composée par membres de chacune de trois commissions qui suivent les questions en discussion: agriculture et mer, affaires européennes, économie, innovation et travaux publics. En ce qui concerne les fonds destinés à la politique agricole commune, PAC, la position du Parlement portugais est claire. Le Portugal a besoin d'une PAC qui maintienne le budget au moins au niveau du cadre financier pluriannuel actuel et ne peut pas accepter la réduction d'environ 15% prévue pour le deuxième pilier, car pour nous, les fonds de développement régional représentant environ 5% des fonds reçus dans le contexte de la PAC. Dans notre pays, la majorité des exploitations agricoles sont des petites fermes familiales. Dans ce contexte, la politique de développement rural est particulièrement importante et il faut qu'elle se maintienne, permettant à nos agriculteurs d'avoir des exploitations économiquement viables tout en faisant face aux défis environnementaux, climatiques et sanitaires. Sinon, nous assisterons à la continuation de la désertification des zones rurales avec un impact très négatif sur la cohésion régionale et territoriale. Je termine en souhaitant un plein succès à la présidence roumaine et en répétant mes remerciements pour cette initiative. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, Monsieur Jean-Baptiste Moreau, membre de l'Assemblée nationale de France, suivi par Monsieur Martin Preiner du Conseil fédéral de l'Autriche. Merci Monsieur le Président et tous nos remerciements pour l'organisation de cette réunion très importante aujourd'hui. Il ne faut pas se voiler la face sur le budget de la politique agricole commune. Le Brexit aura fatalement un impact sur le budget global de cette politique agricole commune, mais il faut que cet impact se limite clairement et strictement au niveau de l'impact du Brexit et qu'on n'aille pas au-delà de l'impact de ce Brexit sur le budget global de la politique agricole commune. Au-delà du budget qui est certes très important, il faut qu'on arrive à partager une vision globale de notre modèle agricole et agroalimentaire. Ce qui fait la vie de nos territoires et de nos territoires ruraux, ce sont la vie des exploitations agricoles et notamment des exploitations agricoles de taille petite et moyenne. C'est pour ça que les trois thèmes qui ont été choisis pour cette réunion sont particulièrement bien choisis puisqu'ils sont tout à fait liés. On a aujourd'hui un besoin de protection au niveau européen de notre modèle agricole fait d'exploitation à taille humaine et c'était excessivement important que la politique agricole commune serve à protéger ces exploitations-là. Ce n'est pas qu'une question de budget, c'est aussi une question d'objectif et de volonté commune d'aller dans la même direction au niveau de notre modèle agricole et agroalimentaire. Alors la convergence des aides directes, j'ai bien entendu cette thématique qui a été abordée de nombreuses reprises. Oui, on est d'accord pour une convergence, mais à condition qu'elle se fasse simultanément une convergence fiscale et sociale afin de mettre un terme aux distorsions de concurrence et au dumping entre les États membres au sein d'un même marché. Sous prétexte de simplification de cette politique agricole commune, il ne faudrait pas nous faire passer une renationalisation de la politique agricole commune déguisée, comme ce fut le cas, à mon avis, de la première proposition de la Commission européenne. La PAC, c'est la politique agricole commune, c'est pas la politique agricole à la carte, et une renationalisation entraînerait forcément des distorsions de concurrence encore plus graves que ce qu'elles peuvent être aujourd'hui. Donc a-t-on la même vision de notre agriculture européenne et c'est
à mon avis, largement aussi important que la question du budget proprement dit. Le plafonnement des aides de la politique agricole commune, à mon avis, est important pour préserver notre modèle agricole de ferme à taille humaine. Les investisseurs sur des fermes géantes telles qu'elles peuvent exister et telles qu'elles existent partout ailleurs dans le monde n'ont pas forcément besoin du maximum des aides de la politique agricole commune pour vivre. Ce sont des investisseurs qui investissent et qui sont là pour gagner de l'argent, mais ce n'est pas forcément nécessaire qu'ils gagnent de l'argent avec les aides de la politique agricole commune. Donc, je rappellerai pour conclure les positions du président de la République qu'il a développées, donc Emmanuel Macron, qu'il a développé au cours de son discours récemment au Salon de l'agriculture en France. Donc, la politique agricole commune doit reposer sur 3 axes: transformer notre modèle agricole et aller vers un modèle agricole plus durable dans le cadre d'un changement climatique auquel nous devons faire face, protéger notre agriculture, la protéger des importations mondiales et créer un véritable plan protéique agricole, puisque aujourd'hui on est soumis à la volatilité des matières premières et notamment des matières protéiques, et puis anticiper, permettre à notre agriculture de faire face aux changements climatiques, aux aléas climatiques et économiques, et pour ça mettre en place un véritable filet de sécurité au niveau européen qui permette de faire face à ces crises climatiques et économiques vers lesquelles nous allons indubitablement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Moreau. On donne la parole à Monsieur Martin Preineder du Conseil fédéral d'Autriche et ensuite Monsieur Jerzy Kroskinkowski du Sénat polonais. Thank you for the organization. Thank you for the Merci pour les présentations et merci pour la possibilité de donner la parole. Comme il n'y a pas de l'interprétation pour l'allemand, je donne la parole à ma collègue qui va parler au nom de la délégation autrichienne. Monsieur Martin Preineder. Donc, les défis apportés par le futur demanderont de plus en plus aux agriculteurs et non moins, ce qui par exemple on peut voir dans des thèmes qui nous sont importants comme le maintien de la population dans les zones rurales ainsi que la préservation de l'espace rural. Il y a également le changement climatique qui impacte directement le travail des agriculteurs et le monde agriculteur, qui va demander une très grande adaptation. Sinon, de plus, nous nous voyons devant le défi d'assurer d'une part donc la chaîne alimentaire et d'une autre part de garantir la qualité des produits, qui est en Autriche donc un thème très important. C'est ainsi en fait que nous constatons qu'il est très difficile de répondre à toutes ces attentes avec des moyens diminués. En Autriche, de plus, nous avons un très fort consensus entre le Parlement et le gouvernement afin que les moyens alloués à l'agriculture ne soient pas diminués, mais au contraire maintenus au niveau actuel. Cette demande a déjà été communiquée à la Commission. Nous espérons ainsi en fait que d'autres parlements soutiennent notre position. De plus, je tiens à remercier les Roumains pour leur superbe organisation de cette conférence et de notre invitation à Bucarest. Merci beaucoup. Vă mulțumim. Urmează domnul. Merci aussi. Maintenant, Monsieur Jerzy Kroski du Sénat polonais et Monsieur Pet Dilling de la Chambre des représentants d'Irlande se préparent. On s'excuse, on n'a pas l'interprétation vers le roumain, du polonais vers le roumain, pour assurer la traduction vers le français ensuite.
Maintenant, ça y est. Merci beaucoup aux organisateurs pour cette réunion. C'est très important de débattre des problématiques liées à la politique agricole commune. Maintenant, je vais énoncer le point de vue de la Pologne concernant les propositions faites par la Commission européenne. Notre objectif, c'est d'avoir un niveau adéquat du budget. Nous sommes tout à fait contre les diminutions proposées par la Commission qui ne vont pas nous permettre d'avoir un niveau adéquat de contribution afin d'atteindre les objectifs qu'on s'est donnés. Par ailleurs, la politique agricole commune devrait combler les écarts entre nos diverses zones rurales. Donc, le budget alloué à ce pilier doit rester à la même hauteur. Nous portons toute notre attention en Pologne à l'innovation dans tous les sens. Pour ce qui est du budget, la Pologne demande de ne pas réduire le budget sous le deuxième pilier, surtout pour les États dont les paiements directs sont en dessous de la moyenne européenne. Il y a un déséquilibre entre les cibles portant sur l'environnement, très ambitieux, postulés pour la nouvelle politique agricole commune, et son budget. Ces cibles se traduiront par des coûts élevés pour les agriculteurs. Et n'oublions pas que le marché international est de plus en plus concurrentiel. Donc, on a besoin d'un budget adéquat pour financer cette politique. La Pologne s'attend à ce que le taux de transfert ou le taux des possibles transferts entre les piliers reste aux alentours de 25% et ne décroisse pas à 15% tel que la Commission l'a proposé. Le représentant de l'Irlande va parler et se prépare M. Andrei Stancikas du Parlement lituanien. Merci, Monsieur le Président. Merci également de m'avoir invité aujourd'hui ici à Bucarest. Et merci de votre hospitalité. Tout d'abord, je me dois de dire que nous, en Irlande, on est tout à fait contre toute diminution du cadre financier. On est d'avis que ce niveau doit être maintenu. Les objectifs initiaux de la politique agricole commune n'ont pas changé entre-temps. Ils restent les mêmes 5 essentiels. Donc, augmentation de la productivité agricole et de la production agricole, assurer un niveau raisonnable de vie, assurer la stabilité des marchés, mettre à disposition des produits alimentaires et, cinquième, assurer des produits alimentaires à un prix juste. Donc, ces 5 objectifs n'ont pas changé entre-temps. Pourquoi donc changer le budget? En Irlande, l'agriculture est la plus grande industrie locale. 8% des emplois irlandais reposent sur l'agriculture, sont des emplois agricoles. Les changements que nous allons voir se produire dans les années à venir, certains déjà mentionnés précédemment, le Brexit qui vient s'ajouter à tout cela. Donc, notre plus proche voisin qui va sortir de l'Union va énormément nous impacter. Ils sont notre principal partenaire commercial. 37% de nos importations annuelles vont dans la Grande-Bretagne. Donc, on doit tenir compte de cela. Un autre élément clé abordé ici aujourd'hui porte sur le fait que plus de 1000 fermiers quittent par semaine le secteur agricole en Europe. Et
l'agriculture doit être soutenable. Et dans l'Irlande, j'imagine que dans les autres pays européens, la jeunesse va se rediriger vers l'agriculture à condition qu'on leur assure un niveau de vie adéquat à long terme. Et il faut assurer les terres, mais non, les terres ne sont pas les seules importantes, mais aussi un niveau adéquat du revenu. Comment être en vert, comment faire du vert en Irlande si on est en rouge, c'est ce qu'on aime dire en Irlande. Alors, laissez-moi vous poser une question. Alors que la Grande-Bretagne n'arrivera pas à signer un accord avec l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fera à l'avenir? Est-ce que les financements seront maintenus au même niveau pour la période 2021-2027? C'est une question que j'estime tout le monde devrait se poser. En conclusion, je souhaite bon courage à la présidence roumaine et merci de m'avoir donné la parole. On vous fait beaucoup de confiance. On sait que vous êtes un proche du commissaire Hogan. Maintenant, le représentant du Parlement lituanien et le dernier intervenant, M. Sándor Frunt, du Parlement hongrois. Je veux exprimer ma reconnaissance envers nos collègues roumains pour l'organisation excellente de cette réunion et pour le chaleureux accueil. Dans mon intervention, je veux parler de la diminution des fonds pour la PAC. C'est une situation inacceptable. Les objectifs traditionnels de la PAC ont été établis dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne et on n'a jamais renoncé à ces objectifs. Nous ne devons jamais donc renoncer à ces objectifs uniquement pour établir des revenus raisonnables. Nous essayons de nous concentrer sur nos ambitions et en même temps, nous avons tendance à diminuer beaucoup les fonds pour le développement durable. La Lituanie a le plus grand pourcentage de migration vers les zones rurales. Et la politique des paiements directs ne doit pas rendre la situation plus grave. Dans ce sens, la Commission européenne propose une croissance des fonds directs pour la Lituanie de 69% de la moyenne de l'UE pour la prochaine période de programmation. Les fermiers des États baltiques et les fermiers des pays du groupe de Visegrad, les fermiers de la Roumanie, ils sont tous à faveur d'une politique agricole commune qui soit égale, dont le budget soit au moins égal au budget de la politique agricole commune actuelle. Nous espérons que ces suggestions soient acceptées par la Commission européenne et que ces suggestions soient respectées à l'avenir. Je vous remercie. Nous donnons maintenant la parole à M. Charles Enfant, le dernier orateur de la réunion. Merci, chers collègues. Permettez-moi de présenter mon opinion sur ce thème et de dire qu'il faut mettre l'accent sur le dialogue entre les États membres et entre les États membres et les institutions de l'Union européenne. Je voudrais souligner le fait que lors de la présidence hongroise de l'année dernière, nous avons eu des réunions fructueuses avec la Commission sur l'agriculture et avec les représentants des parlements nationaux, avec les représentants des parlements des pays du Visegrad. Concernant le budget de la politique agricole commune, l'Hongrie est d'avis qu'un accord concernant le futur cadre financier pluriannuel est une condition obligatoire pour la réussite de la future politique. Nous ne sommes pas d'accord avec la diminution du budget de la PAC.
Et par conséquent, nous proposons que le budget alloué pour les zones rurales ne soit pas diminué. Nous sommes à faveur des politiques traditionnelles et nous considérons qu'il faut maintenir le niveau actuel. Peut-être nous ne pouvons pas demander davantage pour les agriculteurs. Nous avons identifié des opinions proposées par la Commission. Tout d'abord, afin d'augmenter les contributions pour les organismes génétiquement modifiés, ou si ce n'est pas possible, nous voulons que ces fonds soient transférés vers d'autres zones du cadre financier multiannuel. En général, nous ne nous opposons pas à la continuation du processus de la convergence externe, mais nous pouvons les accepter uniquement s'ils sont financés par ces pays membres dont le niveau de paiement direct est en dessous de la moyenne européenne. Il est d'autant plus logique et correct de ne pas forcer tous les pays membres à soutenir cette politique de convergence si elles sont en-dessus du seuil de 9%. La distribution correcte des subventions correspond aussi à la vision de l'Hongrie. Nous préférons d'offrir aux États membres un maximum de flexibilité, tout en acceptant certains niveaux de la redistribution obligatoire, afin de permettre aux États membres d'établir leur propre seuil pour pouvoir diminuer ces coûts. La diminution des paiements devrait avoir lieu uniquement pour les revenus de base alloués pour la sustainabilité. Autrement, elle pourrait affecter l'efficacité du soutien fourni aux fermiers et il aurait un grand impact sur l'agriculture. Il est extrêmement important de pouvoir garder le fonds actuel pour le développement rural et d'avoir un pourcentage le plus élevé possible de la part de l'Union européenne en matière de cofinancement. Je vous remercie de votre attention. Maintenant, si l'un des orateurs principaux veut prendre la parole, sinon, j'invite M. Häusler pour nous dire quelques mots en fin de réunion. Merci, Monsieur le Président. Vous ne m'avez pas laissé une tâche très facile, car c'est à moi de tirer la conclusion de cette réunion. J'espère être à la hauteur pour pouvoir couvrir tous les points importants présentés dans cette réunion et de présenter des arguments à faveur de vos propositions. Pour commencer, cet aspect lié à la valeur du budget. Je pense que tous les orateurs ont dit qu'ils s'opposent à la diminution du budget de la PAC. Et pour être honnête, je dois dire que je représente la Commission pour l'agriculture et je dois dire que lorsque nous discutons dans un contexte pareil à Bruxelles, beaucoup de ministres des États qui ont pris la parole aujourd'hui pour s'exprimer contre la réduction du budget PAC, je dois dire qu'à Bruxelles, la situation se voit de manière différente. C'est exactement le genre de conflit qu'on voit ici. Si on comprend les intérêts de l'industrie, si vous parlez par exemple au ministre des Finances, peut-être ils vous diront d'autres opinions et d'autres propositions pour le futur cadre financier pluriannuel. Ils auront peut-être des points de vue différents, surtout en ce qui concerne les paiements aux États membres. Permettez-moi de vous donner un exemple. Monsieur Tarico a dit que
les États qui sont des contributeurs nets, que les États sont des contributeurs nets. En fait, ce fardeau financier est plus réduit pour les États qui sont des contributeurs nets. Au lieu de payer au budget de l'Union européenne, budget qui sera ensuite redistribué vers les 27 États membres. Ces arguments ont déjà été présentés et ils ont été examinés dans le détail. C'est précisément pour cela qu'on les a rediscutés aujourd'hui. Mais maintenant, permettez-moi de parler de manière plus générale, parce que beaucoup des orateurs ont parlé du cofinancement. Il y a eu beaucoup de débats sur ce sujet. Le cofinancement a été proposé pour être introduit dans le nouveau pilier. Et la nouvelle proposition de la Commission ne va pas dans la même direction, tout comme vous venez de l'expliquer dans vos interventions. Parce que ceci est vraiment un danger à l'encontre de la politique agricole commune, que de faire cette séparation entre les États qui se permettent de faire financer les paiements directs et les États qui ne se permettent pas de financer ces paiements directs. Un autre aspect plus technique, je pense qu'il a été mentionné par Madame Fontini de la Grèce. Il a fait cette différence entre courant et constant. Pour clarifier les choses, je dois dire que le nouveau cadre de financement pluriannuel est présenté dans des termes de constance. Et on parle des valeurs de référence qui sont présentées en euros au moment de la proposition. Mais ce qui est important, ce sont les montants que les fermières recevront. Maintenant, nous avons disponible une proposition qui comporte les deux manières d'exprimer ces valeurs financières. Le coût pour les ministères de Finances et le montant exact à recevoir par les fermiers lors du paiement direct. Certains des orateurs ont parlé du pourcentage relatif de diminution du budget de la politique agricole commune. Maintenant, je vous invite à réfléchir un peu à l'idée suivante. À mon avis, je ne pense pas que ceci soit un souci en soi. Si le budget est suffisamment élevé, il ne faut pas penser au pourcentage de la politique agricole commune dans le budget total. Ne faut pas oublier que, par exemple, dans les années 70-80, la PAC représentait 80% du budget total de l'Union. Ceci était un point faible de la politique agricole commune parce que tout le monde pointait du doigt vers la politique agricole commune en disant que tout l'argent de Bruxelles est dépensé pour la politique agricole commune. Donc, dans ce contexte, je ne pense pas qu'il faut se faire des soucis sur ces pourcentages si l'allocation en chiffre absolu est suffisante. Un autre point que vous avez présenté de vos interventions, et le fait que l'un des objectifs principaux du commissaire Hogan est de protéger les paiements directs. Et la raison en est très simple. Il considère que les paiements directs sont en quelque sorte le squelette de l'agriculture européenne. Et les fermiers, eux, ont besoin d'une explication claire du fait que ces paiements directs continueront pour l'avenir prévisible et qu'ils ne sont pas soumis au risque d'être éliminés à l'occasion de chaque nouvelle période de programmation de l'Union européenne. En ce qui concerne le plafonnement et la dégressivité, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'autres choses à discuter ou à ajouter. J'ai entendu des orateurs dire qu'ils s'opposaient à la dégressivité et ils ont présenté leurs raisons, tandis que d'autres orateurs disaient que la dégression est essentielle et qu'elle doit être mise en œuvre. Je pense que c'est précisément le sujet de débat dans les commissions du Parlement. Et à présent, je ne peux pas vous dire quelle direction on va suivre lorsqu'on prend la décision. Un autre aspect lié au paiement direct est lié précisément au
conditions que les fermiers doivent respecter pour bénéficier de ces paiements directs. Quelqu'un disait que si on a introduit des diminutions budgétaires, on ne peut pas s'attendre à ce que les fermiers puissent fournir des biens publics de meilleure qualité ou puissent améliorer leurs services. Je pense qu'on doit regarder les choses dans un contexte plus ample. L'Union européenne est l'un des moteurs qui contribuent à trouver des solutions contre le changement climatique dans le monde entier. Nous sommes des promoteurs des objectifs du changement global qui ont été convenus lors de la conférence de pays. Nous avons des engagements fermes et en matière de politique commune, nous devons respecter ces engagements. Ceci sera bien sûr possible à travers le développement rural, mais en même temps à travers les paiements directs et tout en respectant les objectifs liés à l'environnement et au changement climatique, qui eux aussi font partie de nos politiques. Pour réitérer maintenant très brièvement, la convergence des paiements directs, nous avons présent dans la salle des personnes qui défendent beaucoup cette politique, qui demandent une meilleure convergence. Et nous avons eu en même temps des délégations qui ont dit que la proposition faite par la Commission va un peu trop loin. Nous sommes d'avis que notre proposition est une bonne proposition qui essaye d'assurer un équilibre entre les deux opinions. Je ne pense pas qu'on puisse prendre au sérieux une politique agricole commune sans continuer le processus de convergence des paiements directs. Ceci est vraiment inconcevable, mais bien sûr, il faut discuter sur des détails pour voir la taille de cette convergence. Maintenant, quelques mots sur la simplification. Oui, j'ai bien compris votre message. Certains de vous ont dit que la simplification ne signifie pas rendre la vie plus facile pour l'administration publique ou pour la Commission européenne. La simplification signifie rendre la vie des agriculteurs, des fermiers plus facile. C'est ainsi qu'on a d'ailleurs abouti à cette proposition de changer le mode de livraison. L'essence de cette proposition est de donner plus de flexibilité, plus de liberté aux États membres. Tout comme on l'a déjà expliqué, ce processus comporte un certain danger parce que si les États membres ont trop de flexibilité, trop de liberté dans l'allocation, peut-être ils peuvent manquer à respecter le rôle et responsabilités. Et la Commission européenne doit toujours s'assurer que les États membres n'essaient pas nécessairement d'obtenir le plus de avantages sans avoir une approche équilibrée. En ce qui concerne le Brexit, ce n'est pas les fermiers qui paieront les coûts du Brexit. Je ne veux pas qu'il y ait de malentendus. Nous n'allons pas discuter des difficultés concernant l'accord pour la sortie de la Grande-Bretagne. Dans le prochain cadre financier pluriannuel, la Grande-Bretagne ne contribuera pas. Et ceci est une vraie perte pour nous car nous perdons plus de 90 milliards d'euros, ce qui est beaucoup d'argent. Donc tous les autres États membres devront contribuer d'une certaine mesure pour combler cette perte provenant du départ de l'Union européenne, de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Maintenant, ce que je veux dire est lié à la politique agricole commune. Si la Grande-Bretagne quitte l'Union sans accord, alors il y aura bien sûr des changements et il y aura aussi de grands défis sur les marchés agricoles, en particulier pour certains des États membres. Mais vous ne devez pas douter que nous sommes préparés pour ces situations-là. En cas de telle situation, nous pouvons intervenir sur le marché pour nous assurer que les intérêts de nos fermiers sont protégés parce que les fermiers ne peuvent pas être rendus coupables pour des décisions politiques prises dans des contextes politiques différents. Maintenant, si vous me permettez, je vais tirer quelques conclusions. La proposition a été déjà faite et tout comme je vous l'ai dit, il est correct de dire que nous ne pouvons pas dire que le Parlement européen a
décidé de ne pas encore présenter son point de vue sur cette réforme pendant la période suivante, donc jusqu'au mois d'avril. C'est une décision politique que nous devons respecter. Cela signifie que le Parlement européen doit présenter une contre-proposition pour lancer les négociations avec le Conseil des ministres. Cette initiative a été déjà préparée, donc le Parlement européen est préparé à démarrer ces négociations sous la présidence roumaine. Et maintenant, le mot de clôture, en conclusion, s'il n'y a pas de cadre financier pluriannuel, il y a toujours une solution technique. Bien sûr, le traité pour l'Union européenne a des solutions pour toutes les situations. Donc, nous pouvons continuer avec la disposition 12. La base sera représentée par le cadre financier pluriannuel existant et nous allons prendre en compte le dernier mois de l'année précédente. J'espère que cette mesure ne sera pas extrêmement coûteuse pour nous parce que le cadre financier pluriannuel repose aussi sur la contribution de la Grande-Bretagne. Et donc, il y a un risque, mais c'est un risque limité. Je sais que mon intervention a été longue, mais j'ai dû l'équipe technique de ramasser les questionnaires. Je voudrais vous remercier de ce débat qui a été particulièrement intéressant. Je souhaite remercier les orateurs de leurs interventions. Je souhaite remercier nos collègues des parlements nationaux.